tous les capitaux du monde vont aller là-bas. Ils sont déjà là-bas, hein. C'est même pas qu'ils vont aller là-bas, ils sont déjà là-bas. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Je fais de l'argent sur Internet, hein. Et ensuite, avec cet argent, j'achète des programmes. Je n'ai aucun programme à proposer en termes d'investissement, donc je ne suis pas un charlatan. Je dépense des dizaines de milliers d'euros pour me former, savoir où investir et rien d'autre. Vous faites une analyse profonde et vous regardez où se trouvent les capitaux aujourd'hui du monde. Ils se trouvent en Chine en premier lieu, après les États-Unis d'Amérique. Tous les capitaux du monde se retrouvent en Chine. Donc au lieu d'écouter les conneries qu'on retrouve sur Internet, commencez déjà à savoir comment vous pouvez ouvrir un compte sur Saxo Bank, sur Interactive Broker. Si vous avez une société américaine, sur TD American Trade. Connectez-vous au Stock Connect, connectez-vous au Bank Connect, ayez accès aux A-Shares, c'est-à-dire les compagnies chinoises qui sont disponibles sur les marchés américains, et commencez à faire vos analyses. Lorsque vous avez de l'argent, lorsque vous êtes un grand épargnant, comme les Japonais par exemple, pour savoir où épargner, il faut savoir où se trouvent les capitaux du monde. Il faut savoir où se trouve l'or, et il faut savoir où se trouvent tous les capitaux. Où est-ce que se situent les capitaux et où est-ce qu'ils sont investis? Alors, non, où est-ce que se situent les capitaux pour ensuite être investis dans une économie, dans une industrie? Quand vous regardez aujourd'hui le monde, n'allons pas trop loin. Commençons à partir de 1492, lorsque les Espagnols qui ont financé Christophe Colomb découvrent l'Amérique. Vous avez les Espagnols qui ont fait un peu de magouille, donc on va dire Autrichiens-Espagnols, qui étaient la première puissance économique mondiale. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils étaient première puissance économique mondiale? Parce que les Espagnols détenaient dans leur rang ce qu'on appelle les provinces unies espagnoles et autrichiennes, les Pays-Bas, Luxembourg, Belgique. Ces gens étaient d'une capacité énorme, ils étaient d'une capacité exceptionnelle pour accumuler du capital. Donc ce pays était le plus riche. C'est là où se trouvait le capital, c'est là où il fallait investir. Première chose, c'est là où se trouvait l'or, d'abord, c'est eux qui amassaient le plus d'or, et c'est là où le capital y était. Donc si on avait des billes à ce moment-là à investir dans un appareil de production, il aurait fallu investir en Espagne. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la guerre de 80 ans. La guerre de 30 ans, d'abord, dans la guerre de 80 ans, et dans la guerre de 80 ans, il y a la guerre de 30 ans. 1648, vous avez un traité de Westphalie. Les provinces unies sont indépendantes. Elles deviennent indépendantes. Donc, l'Espagne qui, lui, derrière, avait une capacité inouïe à lever du capital grâce à ces provinces unies, eh bien, il se retrouve sans, au final, ces provinces unies qui lui permettaient d'avoir cette place de privilégié en termes d'économie, capitaliste. Donc, à partir de 1648, vous avez quelques années plus tard, vous avez déjà de 1 les Pays-Bas qui deviennent, durant un court instant avant l'Angleterre, la première puissance économique du monde. Et vous avez ce qu'on appelle une bourse d'Amsterdam. Et c'était là que vous avez tous les capitaux du monde qui étaient réunis. Donc les gens, les investisseurs, lorsqu'ils ont des billes, ils vont dans la bourse d'Amsterdam pour savoir où investir. Amsterdam, les Pays-Bas étaient une grande puissance, ils avaient une marine, ils font la guerre 3 fois à l'Angleterre, ils gagnent 2 guerres sur 3. D'accord. Ils ont New York, ils perdent d'ailleurs New York ensuite suite à l'Angleterre. Ils sont en Inde, ils sont dans le Pacifique, ils font énormément d'argent. Donc l'appareil industriel basque, l'appareil industriel des Provinces Unies était très intéressant pour les investisseurs étrangers. Donc c'est pour ça que la bourse d'Amsterdam était la première. J'ai des billes, je vais dans la bourse d'Amsterdam, je vais déposer ces billes. Les Pays-Bas sont en compétition directe avec l'Angleterre. L'Angleterre dépasse les Pays-Bas pour l'unique et seule raison que l'Angleterre a modernisé son armée, elle a modernisé son économie et a réussi, a été vainqueur de plusieurs guerres successives. Guerre de religion, donc guerre des religions dans tous les pays du monde, guerre protestante, la Prusse se développe, elle devient protestante, les Nordiques deviennent protestants, les provinces unies de l'Empire britannique, de l'Empire habsbourgeois devient protestante. En France, c'est le bordel. En Espagne, un peu moins parce qu'il y a l'Inquisition espagnole. Ensuite, guerre de 80 ans. C'est là où l'Espagne commence à perdre toute sa splendeur. Dans la guerre de 80 ans, vous avez la guerre de 30 ans. Donc là, on a encore des guerres de religion protestante.
Traité de Westphalie, la Suisse à part, les provinces unies, Luxembourg, Belgique, et comment ils s'appellent, les provinces unies sont à part, elles aussi. Donc l'Espagne, c'est terminé. Donc les Pays-Bas remontent. Les Pays-Bas sont en compétition avec les Anglais. Les Pays-Bas, derrière, grosse puissance économique, Bourse d'Amsterdam, derrière qui a tous les capitaux du monde. L'Angleterre et les Pays-Bas rentrent en guerre 3 fois. L'Angleterre gagne la première guerre, mais je pense qu'il y a... il gagne la première guerre, donc parce qu'ils se battaient pour le contrôle de la mer. Est-ce que c'était la mer du Nord? Je pense que c'était la mer du Nord pour ce qui était du contrôle maritime pour les routes commerciales. Donc après, il y a 2 autres guerres. Une deuxième guerre où la France supporte les Pays-Bas. Là, les Pays-Bas gagnent la guerre, mais ils laissent New York aux Anglais. Et la troisième guerre, c'est pareil. Les Pays-Bas gagnent. Cependant, l'Angleterre, elle se développe. L'Angleterre fait une succession de réussites en termes de victoires par rapport à la France. Elle décime la France dans la guerre de 7 ans. Il y a une guerre, la guerre de succession d'Espagne, qui a vidé les caisses de la France. L'Angleterre en sort victoire. Ça a encore plus détruit l'Empire. Alors, attendez, c'est l'Espagne et la France face à la Prusse, l'Angleterre, la Russie est avec la France, l'Autriche. L'Autriche est contre la France car l'Autriche ne voulait pas perdre l'Espagne comme influence. Donc la guerre est catastrophe. L'Angleterre en sort vainqueur et là, elle a tué tout le monde parce qu'elle a les terres maintenant au Pacifique, en Inde, parce que l'Angleterre dynamise sa Navy royale, redynamise son économie, la rend plus moderne et là, elle, du coup, déclasse les Pays-Bas. La France, elle a exterminé, elle n'a plus aucune concurrence, ce qui lui permet de devenir la première puissance indécente du monde, avec en plus la monnaie papier, ce qui rend son industrie plus rapide, parce que je répète encore une fois, une industrie efficace est une industrie rapide qui standardise, automatise, qui va à grande échelle rapidement. Donc là, il n'y a plus aucune compétition. Elle a tous les territoires à elle toute seule. Elle a la Louisiane, elle a la Nouvelle-France, elle a les Indes orientales pour elle toute seule, elle a le Pacifique, elle a le Commonwealth, elle a les Caraïbes, où elle exporte énormément. Elle pratique son libre-échange. Elle a l'armée royale qui lui permet, derrière, de garantir ce libre-échange forcé, bien évidemment. Ce qui fait qu'elle devance les Pays-Bas, qui, eux, n'ont pas réussi à moderniser leur économie. Donc, l'Angleterre devient la première puissance économique mondiale. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Vous avez la bourse d'Amsterdam, qui n'est plus la première, mais qui se fait déclasser par la bourse de Londres. Donc les gens savent pertinemment que l'appareil industriel britannique est le meilleur au monde. Donc qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh bien, on va déposer ses billes à Londres pour investir dans cet appareil économique anglais. Il faut suivre l'argent. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Guerre mondiale. Il faudrait d'abord savoir que les Allemands se développent énormément très vite. L'Angleterre est toujours première puissance mondiale, mais l'industrie anglaise commence à devenir très lourde, très coûteuse, très chère. Ils ne voulaient même pas faire la guerre. Ils ont dit, bon, si les Allemands arrivent en Belgique, on fait la guerre. Donc, derrière, vous avez par contre un autre pays qui, lui, est en train de se développer, les États-Unis d'Amérique. Donc, bien évidemment que l'Angleterre détruit toute son économie, détruit toute sa valeur ajoutée après les 2 guerres. Le premier pôle économique du monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? On passe de la City de Londres à la bourse de New York. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller déposer son argent pour investir dans l'appareil industriel américain et s'en mettre plein les poches. Bourse de New York, ensuite Californie. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Réfléchissez un peu. Investissement. Réfléchissez un peu. Quand vous voulez prendre des décisions pour ce qui est de l'argent, vous pouvez prendre des décisions comme ça à court terme. Hein. À court terme, c'est-à-dire, vous voyez, il y a eu Covid, bon, ça y est, il faut pas mettre son argent en Chine. Non. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe que vous avez, on répète, l'Espagne avait le meilleur appareil de production mondial. Première bourse. Provinces unies. Les Pays-Bas avaient le meilleur appareil de production mondial. Bourse d'Amsterdam. L'Angleterre avait le meilleur appareil de production mondial. City de Londres. Les États-Unis d'Amérique avaient le meilleur appareil de production mondial. Bourse de New York, bourse de Californie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La Chine a le meilleur appareil de production mondial. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer derrière ?
bah, l'argent va aller à Hong Kong ou bien à Singapour. Mais encore, et en plus de cela, ce qui va se passer là, tout autour de la Chine, ça va être un carnage. Parce que vous avez la Chine qui va faire du schumpeterien, vous avez le Vietnam qui va faire du ricardien, et vous avez tous les petits pays là, asiatiques qui sont en train de se construire, qui vont peut-être faire du keynésianisme. C'est-à-dire que l'État va intervenir, tu vois, il va encourager les gens à faire du business, on va copier ce que faisaient les Occidentaux à l'époque où ils sortaient de guerre. Donc vous allez avoir un développement, mais indécent de l'économie dans cette zone. L'Extrême-Orient et le Moyen-Orient. Et en plus de cela, on a dit non à la Russie. Et la Russie, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle est en train de vendre son énergie dans l'industrie du Pacifique. Pour peu cher. Donc une industrie qui a de l'énergie chère, une industrie qui a de l'énergie peu chère pour investir, bah, c'est une industrie qui n'a plus aucune limite. Donc vous prenez comme ça la Russie, et vous prenez l'extrême-orient Pacifique avec l'Inde dedans. Moyen-Orient, c'est les pays arabes, l'extrême-orient, c'est les Taïwanais, c'est les Chinois, avec les Japonais. Mais à quoi vous vous attendez? Tous les capitaux du monde vont aller là-bas. Ils sont déjà là-bas. C'est même pas qu'ils vont aller là-bas, ils sont déjà là-bas. Souvent, on écoute les médias. Et pourquoi? Je dis ça parce que je fais de l'argent, moi, sur Internet. Je paye des programmes où je me forme. Hein. Je dis pas ça parce que je suis un charlatan. J'ai aucun problème à proposer en termes d'investissement. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros pour comprendre tout ça. Sur Internet, les choses, quand c'est sur Internet, c'est que c'est déjà trop tard. Hein. Vous faites une analyse profonde et vous regardez où se trouvent les capitaux aujourd'hui du monde. Ils se trouvent en Chine en premier lieu, après les États-Unis d'Amérique. Tous les capitaux du monde se retrouvent en Chine. Donc au lieu d'écouter les conneries qu'on retrouve sur Internet, commencez déjà à savoir comment vous pouvez ouvrir un compte sur Saxo Bank, sur Interactive Broker. Si vous avez une société américaine, sur TD American Trade, connectez-vous au Stock Connect, connectez-vous au Bank Connect, ayez accès aux A-Shares, c'est-à-dire les compagnies chinoises qui sont disponibles sur les marchés américains, et commencez à faire vos analyses. C'est des conneries là. Tout se passe bien pour la Chine et pour Hong Kong. Tous les capitaux du monde aujourd'hui sont en Chine. Donc pour savoir où investir, il faut juste suivre l'or. Pourquoi? Parce que l'or, lorsque tu n'as plus confiance en appareil industriel, tu retires ta monnaie et tu achètes de l'or pour déplacer cet or autre part. Aujourd'hui, tout l'or du monde va en Chine, à Hong Kong. Déjà, la moitié de l'or se retrouve en Inde. La Russie achète de l'or. La Chine achète de l'or. Les BRICS sont en train de trouver une alternative au G7. Et vous êtes encore en train de dire que la Chine est à la ramasse parce qu'elle est en train de transitionner, de faire transitionner son économie d'une économie d'une économie décervelée. C'est-à-dire, on fait déjà ce qu'on fait, à une économie de l'innovation ou de la recherche. Ne vous faites pas avoir par des trucs comme ça. Le Covid, ça veut rien dire. Regardez plutôt sur 10 ans. Tu vois. Parce que l'Empire espagnol, quand il a été puissant, c'était pas sur 2 ans comme là durant Covid. Quand la bourse d'Amsterdam était la première, ça n'a pas duré 2 ans. L'Empire britannique, ça a duré plus de 230 ans. Les États-Unis d'Amérique, ça a duré plus de 100 ans. 19, 2024, 80 ans. 80 ans. Donc faites attention. C'est fini le monde où maintenant la Chine est une économie où tout est moins cher. C'est fini. Elle le sait. C'est pour ça que ça commence à stagner. Donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes bancaires. C'est pour ça que ça commence à stagner, parce qu'il y a une phase de transition. Et c'est là où on va regarder si la Chine va réussir à faire sa phase de transition, ce qu'elle est déjà en train de réussir, parce que, encore une fois, vous regardez l'appareil de production chinois, regardez la courbe du développement de l'appareil de production chinois, il n'a jamais arrêté de monter. Jamais. Il n'a jamais arrêté de monter. Il y a des classes d'actifs comme immobilier en Chine qui ont commencé à baisser. On pourra même parler plus tard des classes d'actifs. Ça commence à baisser, mais pour ce qui est de l'appareil de production chinois, il n'a jamais cessé de monter. Contrairement à la France, la France, ça fait comme ça. Ouh. L'Allemagne aujourd'hui, ça fait comme ça. Ouh. Alors que les pays nordiques, ça monte. Hein. Les pays nordiques montent parce que les gouvernements n'essaient pas d'intervenir. L'Amérique aussi, c'est bon. L'Amérique, on peut dire que ça monte, mais eux, c'est parce que s'ils ont derrière la monnaie et puis ils ramènent des entrepreneurs extraordinaires dans leur pays. Mais la mienne, je sais pas comment ils vont faire lorsqu'ils vont plus avoir leur monnaie. Mais bon, on va dire que c'est encore positif, même si, bon, en réalité, c'est très douteux. Mais l'appareil de production chinois n'a jamais cessé de monter. Donc, voilà. La Chine, aujourd'hui, maintenant, est en train d'exporter sa main-d'œuvre. Donc, elle est en train, aujourd'hui, de devenir l'un des 2 moteurs
économique du monde avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça que les États-Unis d'Amérique le voient d'un très mauvais œil. Voilà, donc c'est fini le monde où tu vas en Chine, t'es pas assez rentable, tu prends ton industrie, tu prends tes moyens de production, tu vas les exporter, les déposer en Chine. C'est fini ce monde. Parce que la Chine est passée à une économie d'innovation, la Chine est passée à une économie type japonaise, type coréenne, type américaine, on innove. Et c'était évident, quoi, parce que tout simplement, la Chine est en train énormément de gagner en niveau de vie. Donc qui dit développement économique dit niveau de vie qui augmente, qui dit subsidence plus chère, prix plus élevé, coût de l'énergie plus élevé. Donc toi, Européen qui va exporter ton industrie et la démettre en Chine, bah, tu seras de moins en moins rentable. Donc si tu veux encore toi maximiser ton moyen de production et que tu cherches une main d'œuvre, tu vas plutôt au Vietnam, en Malaisie, tous les pays qui sont autour. Tu vas pas en Chine. Donc moteur économique, c'est doucement. Doucement, tu vois. La Corée du Sud, elle n'a pas attendu la Chine pour, elle, faire de la valeur ajoutée chaque année. Tu vois, parce que eux, ils innovent. Le Japon n'a pas attendu la Chine pour le faire. C'est la seule chose qui compte pour ce qui est du paradigme de moteur économique, c'est l'innovation. Donc la Chine commence à être l'un des moteurs économiques aujourd'hui avec la Corée, le Japon, Taïwan, les États-Unis d'Amérique. Franchement, en Europe, est-ce qu'il y a un pays qui innove vraiment en tant que tel? Il n'y en a pas un seul. Hein. Donc, faut faire attention avec des mots comme ça. En 2023, le PIB chinois a atteint péniblement les 3%, c'est bien en deçà des attentes, mais il faut le noter, c'est toujours plus que la plupart des pays occidentaux. Et c'est pour ça justement que la Chine aujourd'hui a actuellement une économie qui stagne. C'est le problème des deux économies dont on a parlé, keynésienne et ricardienne. C'est des économies où on fait des choses qu'on sait déjà faire. Relèvement économique, reconstruction et libre-échange. C'est des choses qu'on sait déjà faire. Et comme je l'ai dit, quand tu regardes la classe d'actifs, lorsque tu regardes le développement de ton appareil de production dans le pays, pour qu'il monte, qu'il continue de monter, il va falloir au bout d'un moment atteindre le type d'économie schumpeterien. Parce que là, tu sors du... C'est le problème des clans glorieuses. Les Français nous parlent tous de clans glorieuses, mais il est évident que ça n'allait durer que 3 ans. Il n'y a eu aucune innovation dans les clans glorieuses. À part peut-être le nucléaire, qui a été détruit. Aucune. Parce qu'on a... C'est pas une critique, on a fait des choses qu'on sait déjà faire. Donc au bout d'un moment, lorsque tu finis de faire des choses que tu sais déjà faire, bah, tu commences à te gratter la tête, tu te dis, bon, va falloir peut-être que là, maintenant, je prends vraiment des risques. Donc l'économie chinoise aujourd'hui stagne parce qu'elle a terminé son paradigme ricardien. Elle a terminé de faire son libre-échange. Elle, son libre-échange, ça a été la main-d'œuvre, ça a été l'usine du monde entier. Elle a manipulé sa monnaie, on a ramené les usines de l'Occident en Chine. Tout le monde était content car la Chine s'enrichit et l'Européen, lui, il maximise de ses profits. C'est terminé. Pourquoi est-ce que c'est terminé? Parce que la Chine a son niveau de vie qui a beaucoup augmenté. Et qu'est-ce qui se passe quand ton niveau de vie augmente beaucoup? Eh bien, tu es obligé d'innover. Tu es obligé de changer ton paradigme économique. Et donc là, maintenant, parler de branding, de parler de valeur ajoutée, de parler de marketing, de parler d'innovation, plutôt que de juste chercher à faire la chose la plus moins chère possible pour derrière dire être compétitif vis-à-vis des autres. Tu vois, la Suisse, par exemple, l'industrie suisse fonctionne merveilleusement bien, tout simplement parce que ces gens innovent, ils font de la valeur ajoutée, ils innovent, ils font de la valeur ajoutée. Donc le Suisse, par exemple, lui, son problème n'est plus de chercher à faire la chose la moins chère. Le Suisse, son problème à lui, c'est de faire comprendre que voilà, nous sommes les meilleurs dans ce domaine-là. Il y a tout un branding qui a été mis en place. Et derrière, le marché a une croyance fondamentale que, par exemple, les Suisses sont les meilleurs pour ce qui est des montres. C'est dans cette économie qui est en train de partir la Chine. Pourquoi est-ce que je parle? Je répète, parce que je fais de l'argent sur Internet en ligne, avec des marques d'e-commerce, avec des services que je vends grâce à ma chaîne YouTube, grâce à de la publicité sur Facebook, ce qui me permet d'accumuler du capital. Avec ce capital, j'achète des formations pour essayer de mieux comprendre tout ce qui est gestion de l'épargne, gestion du taux d'intérêt, pour me permettre de continuer à accumuler du capital en différenciant mes moyens de production. C'est de la diversification économique. J'aimerais dire ceci pour terminer.
L'immobilier. J'ai parlé de l'épargne tout à l'heure et j'ai parlé de l'immobilier. Derrière, j'ai parlé de 3 types d'économies, mais vraiment de manière très basique. Le keynésianisme. Le keynésianisme, c'est une économie de reconstruction souvent après-guerre, où l'État est très présent, il va stimuler l'économie, ce qui va créer derrière beaucoup de masse monétaire. C'est très dangereux parce que c'est pas parce que tu as beaucoup de masse monétaire que ça va forcément dire que l'économie va fonctionner si il n'y a tout simplement pas d'industrie et de moyens de production. Ça va créer beaucoup de demandes pour peu d'offres, ce qui va tout simplement faire de l'inflation. C'est une aberration totale. Mais un keynésianisme qui peut fonctionner, ça peut être par exemple les 30 glorieuses, hein, où l'État est beaucoup intervenu et derrière, tout le monde avait du travail. Vous avez ensuite le ricardien. Encore une fois, le ricardien, on va rester encore très basique parce que ça aussi, c'est une aberration. C'est le libre-échange avec l'exemple stupide du vin derrière et du vin espagnol et derrière du drap anglais, liberté d'échange, spécialisation du travail. Tout le monde est content de travailler l'un avec l'autre. C'est une économie qui permet une économie très libérale, très, très, très libérale. Une économie derrière où tu vas avoir une industrie plus efficace, et quand je dis plus efficace, c'est-à-dire plus axée sur le profit, car lorsque tu fais du libéralisme avec les autres, lorsque tu exportes ton industrie, comme par exemple les Européens qui ont exporté leur industrie en Chine, on vise le profit, on fait plus de bénéfices. Et ensuite, vous avez la dernière économie, schumpeterienne, encore de manière très simple, une économie où vous ne pouvez plus jouer sur la compétitivité des prix, vous devez maintenant jouer sur ce qu'on appelle la valeur ajoutée, le branding, la valeur perçue d'un marché vis-à-vis de votre industrie, comme la Suisse, comme les États-Unis d'Amérique, comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme l'Allemagne et comme la Chine. Aujourd'hui, c'est une économie où on ne parle plus de j'ai le prix le moins cher, venez me voir. C'est une économie où on ne cherche plus forcément à être axé sur le libre-échange ricardien. C'est une économie où on innove, on a une forte valeur perçue. Alors, notre marché et le marché des compétiteurs a une forte valeur perçue pour ce qui est de notre industrie. Et du coup, ils estiment que nous avons la meilleure valeur ajoutée, ce qui nous rend compétitifs en sortant du paradigme des prix. Et encore une fois, si tu es capable d'innover et peu cher, alors là, c'est le jackpot. Exactement comme a fait Elon Musk en vendant des fusées ou bien en construisant des fusées 4 fois moins chères que la NASA. Il a innové et en plus d'innover, il l'a fait pour moins cher. Vous avez principalement 3 économies. D'accord. Ensuite, vous avez les classes d'actifs. Et j'aimerais juste revenir sur la classe d'actifs de l'immobilier, quand je parlais d'épargne. En fonction de ces 3 économies, vous regardez la classe d'actifs d'un pays pour savoir comment se comporte le pays. Vous avez l'énergie, le cours de l'énergie, vous avez l'inflation, vous avez l'or, vous avez l'equity privé et public, vous avez le produit intérieur brut nominal, donc la valeur ajoutée du travail, et vous avez l'immobilier. Et moi, j'aimerais parler de ça surtout pour les Français qui pensent que acheter de l'immobilier est quelque chose qu'il faut tout le temps faire. C'est une aberration. Donc, dans une période keynésienne, par exemple, qui se comporte très bien, restons positifs pour les trois. Pour les 3, restons positifs. Même s'il y a beaucoup de trucs à dire pour ce qui est des 3. Pour une période, l'exemple parfait du keynésianisme, c'est les 30 glorieuses. Dans les 30 glorieuses, vous allez avoir le cours du pétrole qui ça va bien, parce que le gouvernement gère sa monnaie. J'ai oublié d'ajouter la classe d'actifs d'ailleurs des bons du trésor d'un gouvernement. Donc le gouvernement gère sa monnaie, donc le cours de l'énergie n'empiète pas sur l'industrie d'un pays. L'or est bas, l'inflation est basse, le cours de l'énergie est bas, la valeur travail est élevée, l'equity est élevé, les bons du trésor du gouvernement sont élevés et l'immobilier est élevé. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'enrichit. Et lorsque tout le monde s'enrichit, derrière, vous avez des gens qui vont acheter de l'immobilier. Ça, c'est le paradigme parfait du keynésianisme. Si on estime que le gouvernement intervient pour stimuler l'ensemble du pays, que tout se passe bien. Ensuite, vous avez... Mais ça a ses limites. Ça a ses limites parce qu'au bout d'un moment, il faudra passer à de l'innovation. Ça a ses limites, pourquoi ? Parce que c'est là où les 30 glorieuses ont échoué. Parce que les 30 glorieuses se sont retrouvées en compétition avec les Chinois. Donc, même si la France modifiait sa monnaie, l'industrie chinoise restait toujours plus compétitive. Donc là, l'économie, ça bloque. Parce que je vous ai dit que pour regarder le développement d'une industrie, normalement, pour que l'industrie comme ça continue de monter, à chaque palier, vous avez une économie keynésienne, ricardienne et schumpeterienne. Donc l'économie bloque. Elle bloque l'économie. Et donc là, ainsi, il faut passer à du ricardien. Donc trouver le moyen de faire du profit à travers du libre-échange. Et c'est comme ça que vous avez des pays comme la France qui vont exporter leur industrie chez les Chinois. Ce qui continue de rendre les choses plus profitables.
Et là, il va se passer une chose différente pour ce qui est des classes d'actifs économiques d'un pays. L'or va commencer à monter parce qu'il y a une fuite des capitaux, l'inflation commence à augmenter, ça commence à augmenter, la valeur de travail commence à baisser parce que pourquoi? On est en train de maximiser sur les moyens de production. Maximiser sur les moyens de production, c'est-à-dire faire du profit. Faire du profit, c'est-à-dire le chômage et l'inflation. Parce que c'est avec le chômage et l'inflation que l'entrepreneur, lui, a le meilleur, le pouvoir des négociations le plus puissant par rapport aux travailleurs. Donc l'inflation commence à augmenter, la valeur de travail commence à baisser. Et là, l'immobilier, il peut augmenter comme baisser. Mais normalement, il va baisser parce que la valeur de travail baisse. Mais s'il continue de monter, c'est parce que des gens s'enrichissent. Mais pas tout le monde. Et les bons du trésor, ça va dépendre. Ça va dépendre du gouvernement. Par exemple, les bons du trésor suisse, ça va, parce qu'il y a une forte demande du franc suisse, mais derrière, le gouvernement est capable de racheter de la monnaie extérieure pour stabiliser le franc suisse. Donc ça aussi, ça peut changer. Et là, je parle de ça juste pour rester dans l'immobilier. Ça va arriver à terme. Et ça va arriver à terme, Ricardien. Ça va arriver à terme. Ensuite, il faudra passer de l'innovation. Et qui dit innovation dit capitalisme ultra sauvage. Parce que là, c'est l'innovation. Et dans l'innovation, tu ne peux pas te faire déranger par des travailleurs qui te cassent les couilles, comme durant mai 68, ou bien comme Margaret Thatcher a maté des syndicalistes et des travailleurs. D'accord. Donc là, on est dans du capitalisme sauvage. Dans le capitalisme sauvage, tu regardes encore une fois les classes d'actifs. Donc, c'est presque pareil que le ricardien, sauf que maintenant, l'equity s'augmente, la valeur de travail, ça baisse encore, l'inflation, ça baisse encore, et l'immobilier, ça peut augmenter. Ce que j'aimerais dire derrière, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que quand on reste dans la classe d'actifs de l'immobilier, moi, c'est quelque chose qui me dérange énormément, parce que les gens, souvent, ils vont dire que, regardez, Evergrande en Chine, c'est casser la gueule. Ils vont dire que l'immobilier est la valeur sûre dans un pays. C'est une aberration de penser que l'immobilier est une valeur sûre dans un pays. Dans le keynésianisme parfait, par exemple, des 30 Glorieuses, vous avez l'immobilier qui monte. Mais la classe d'actifs, à ce moment-là, dans le keynésianisme des 30 Glorieuses qui monte, c'est de l'immobilier à titre de valeur refuge. C'est-à-dire que je m'enrichis, j'achète de l'immobilier. Mais au bout d'un moment, ça arrive à saturation. C'est pour ça que le keynésianisme est une aberration. Ça arrive à saturation, parce qu'il y a après tout le monde qui se loge. Et ensuite, derrière, ça arrive à saturation doublement parce que les industries, pour elles, continuent d'innover. Il va falloir qu'elles commencent à mater les travailleurs pour optimiser sur la production. Et donc, du coup, si vous remarquez que dans le schumpeterien et que derrière, dans le ricardien, l'immobilier continue de monter, ce n'est pas forcément parce que des gens s'enrichissent et qu'ils achètent de l'immobilier. C'est peut-être parce que les gens s'enrichissent et ils estiment que l'immobilier ne devient plus une valeur refuge, mais devient plutôt une valeur spéculative. Et là, on entre plutôt dans du paradigme de production et non plus dans du paradigme de valeur refuge. Parce que dans le keynésianisme, vous avez l'or qui est une valeur refuge, l'immobilier est aussi une valeur refuge. Et le reste, c'est des appareils, c'est tout ce qui permet de faire de l'accumulation de capital. Car tout à l'heure, je l'ai expliqué, vous avez à droite tout ce qui vous permet d'accumuler du capital, vous avez à gauche tout ce qui vous permet de préserver le capital. Dans le keynésianisme, dans des économies de reconstruction, dans du relèvement économique, vous avez l'immobilier et l'or qui permettent de protéger son capital. Et le reste, c'est ce qui permet d'augmenter son capital. L'equity, le taux d'intérêt, les bons du trésor, l'énergie, le coût de l'énergie et l'exportation, les appareils de production. Tout ça, c'est du capital. Plus une économie se développe et plus l'immobilier change sa valeur économique. Il passe de valeur refuge à valeur productive. C'est comme ça que vous avez des gens qui utilisent plutôt l'immobilier pour spéculer. L'exemple des banques. Les banques n'utilisent pas l'immobilier pour faire de la valeur refuge pour que le banquier vive chez lui. Non, il utilise l'immobilier pour faire du taux d'intérêt. Donc du coup, l'immobilier change carrément de paradigme. Il sort du paradigme valeur refuge pour entrer dans le paradigme appareil de production de capitalisme. Parce que le capitalisme, on l'aurait dit, c'est de l'accumulation de capital et c'est de la relocation du capital. Donc, j'accumule du capital, ce capital, je le remets dans ma machine ou bien je le mets dans la machine de quelqu'un d'autre qui, lui aussi, sait faire de l'argent. Donc là, l'immobilier change de paradigme. Donc, il y a une croyance forte en France que l'immobilier, c'est la chose à faire. L'immobilier, c'est important. Il faut tout le temps acheter de l'immobilier. Ça dépend. Hein. Ça dépend.
Dans un premier temps, oui, parce qu'ils vont vous loger. Dans un deuxième temps, à voir. Pourquoi est-ce que je parle d'immobilier? Parce que beaucoup de gens en Chine disent que Evergrande a fait faillite. Evergrande a fait faillite. Mais Evergrande et l'immobilier, ce n'est pas une valeur refuge. C'est un faux débat, c'est un faux problème, car en Chine, tout le monde est logé. Ou bien, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, la Chine a sorti 500 000 personnes de la pauvreté. Sortir des gens de la pauvreté, c'est-à-dire des gens qui, derrière, ont une maison. Donc là, dans le premier paradigme de l'immobilier, les gens sont logés. Donc quand Evergrande fait faillite, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que au moment où Evergrande s'endette pour faire de l'immobilier, on n'est pas dans de l'immobilier à titre de refuge, on est dans de l'immobilier à titre productif. Donc la classe immobilier parmi les classes d'actifs, tu peux indirectement plutôt la corréler à de l'equity. Et si vous regardez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement de l'économie de la Chine, ça a toujours monté. Donc l'immobilier, les gens disent, l'immobilier, les gens excusez-moi, l'immobilier, les gens disent que ça a baissé, que c'est la catastrophe du monde. Moi, je vous dis que non. Pourquoi? Parce que les gens sont logés, et quand vous prenez l'immobilier dans l'appareil industriel et que vous l'ajoutez avec d'autres, et quand vous prenez l'immobilier dans l'appareil industriel et que vous l'ajoutez à d'autres industries en Chine, la somme qui constitue l'industrie chinoise reste positive. Donc, ça monte toujours. Donc, l'immobilier de business, pour faire simple, l'immobilier business est cassé la gueule, mais il y a d'autres industries en Chine qui, elles, fonctionnent parfaitement. Donc, c'est un faux débat. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à l'immobilier. Il faut prendre l'immobilier avec des pincettes. Avec de très grosses pincettes. Voilà. Sur ce,